Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et on retrouve nos invités, Vincent Roy, écrivain et journaliste, Philippe Guibert, chroniqueur politique. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Vous avez un petit peu suivi ce déplacement à Mayotte, j'imagine. Vous étiez peut-être devant vos écrans de télé en train de regarder évoluer ce nouveau gouvernement. Alors j'avoue qu'à un moment, je me suis dit, je suis en 2012. Quand j'ai vu Manuel Valls, ça m'a fait un petit peu... Vous avez une séquence stupéfiante avec Madame Borne qui est interrogée, qui est prise à partie par deux professeurs, enfin deux enseignants, et alors elle a une attitude tout à fait particulière. On lui évoque toutes les difficultés qui sont celles des enseignants, notamment en termes d'approvisionnement d'eau, et au bout d'un moment, elle est à court d'arguments. Elle dit mais vous n'avez pas dû voir tout ça. Vincent Roy, je vous propose de l'écouter cette séquence. Ça vous évitera de... Ce qu'on doit savoir, c'est que là, depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Et voilà Vincent Roy. Oui, mais il y a une chose que nos auditeurs ne peuvent pas voir, c'est que plutôt que de poursuivre la discussion, d'essayer d'agrémenter, elle tourne le dos à ses interlocuteurs et s'en va. Alors je vais vous dire une chose, avec une très grande franchise, si c'est pour faire de la politique comme ça en étant ministre d'État, moi, faire de la politique comme ça, j'en fais tous les jours. C'est vrai que ça n'a pas été apprécié par les professeurs. Ou j'en fais peut-être mieux que ça. Voilà. C'est-à-dire que j'arrête de considérer les gens comme des boîtes de conserve. Vous êtes ministre d'État. Non, attendez. Alors, je suis pas dur, je suis très dur. Vous êtes ministre d'État. Vous avez des gens qui ne sont pas contents et on peut les comprendre. En tous les cas, les considérer et ne surtout pas leur tourner le dos. Parce que leur tourner le dos ainsi, alors que Madame Borne est illustre la France, elle est l'image de la France. Qui se sont lancés dans une conversation où ils n'étaient pas d'accord et elle a fini par tourner le dos, ce qui n'a pas été apprécié par les interlocuteurs. Et c'est la France qui tourne le dos à ces gens. Et cette image-là, moi personnellement, elle me choque et en tant que Français, vraiment, elle me fait plutôt du mal. Elle vous a choqué, Philippe Guibert, autant que Vincent Roy ? Oui, moi elle m'a choqué parce que je trouve que Elisabeth Borne a sûrement plein de qualités, mais pas celle de la qualité de la relation humaine. De l'empathie. Et de l'empathie. Et je trouve que quand on est ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale, et quand bien même on a des personnes, mais c'est assez logique, quand vous arrivez dans un lieu où il y a eu une catastrophe, vous tombez forcément sur des situations extrêmement difficiles, où les gens sont à cran, où les gens sont à bout. Et donc il faut savoir... Je trouve qu'on est un responsable politique de haut niveau, faire face à cela. Je pense qu'elle n'a pas peut-être fait Emmanuel Macron, mais qui est tout aussi critiqué. Il va toujours au contact et après on dit qu'il fait de la politique. C'est vrai que c'est compliqué ces situations, j'imagine, sur le terrain. Moi, je suis très satisfait que le gouvernement se soit déplacé pour annoncer des choses qui soient un peu concrètes quand même, c'est-à-dire qu'on commence à y voir un petit peu plus clair dans l'action de l'État. Emmanuel Macron avait pris des engagements, il y en a déjà un certain nombre qui sont tenus, notamment en termes d'aide humanitaire d'urgence. Vous vous rendez compte qu'il faut qu'elle vienne de la Réunion, qui est située à plus de 1000 kilomètres, et que Madagascar, qui est à peine quelques centaines de kilomètres de Mayotte, ne bouge pas, ne fait rien. Donc il faut se rendre compte aussi de la difficulté de ce que représente d'aider en situation d'urgence une île là où elle est située en océan Indien face à l'Afrique, entre l'Afrique et Madagascar. Donc je trouve que le gouvernement tient son rôle. Et je trouve que François Bayrou a eu une tonalité que j'ai trouvée sobre, mesurée, sans prétention, sans jouer les gros bras qui résout tous les problèmes, en reconnaissant les difficultés. J'ai trouvé qu'il avait le ton juste. Bon, Madame Borne a encore quelques progrès à faire. C'est le piège de la communication. Ça n'a jamais été son fort. Non, ça n'a jamais été son fort. La diplomatie. Mais quand on va sur le terrain et qu'on est ministre de haut niveau... Est-ce qu'on n'attend pas des résultats plus que de la communication dans ces cas-là? Il faut bien que je me fasse l'avocate du diable. Vous êtes d'accord, messieurs? Est-ce qu'on peut être délicat
Oui, est-ce que c'est ennuyeux? Est-ce que c'est ennuyeux devant des gens dans ce malheur, est-ce qu'on peut être délicat? Est-ce que c'est possible? Au minimum, écouter avec respect. Voilà, et écouter avec respect. Est-ce que c'est possible? Là, alors, j'avais une question. Moi, j'ai une question pour Philippe. Mais oui, une question pour Philippe, parce que effectivement, je suis comme lui. J'ai trouvé que l'intervention de M. Bayrou, en tous les cas, les mesures qui avaient été données là, me semblaient assez juste, frappé au coin du bon sens, tapant vraiment là où c'est important, avec un langage de vérité, l'électricité, l'eau, et cette phrase qui n'est pas énigmatique, mais qui, à mon avis, est lourde de sens, on ne va pas reconstruire les bidonvilles. Alors, est-ce que c'est une adresse? Ils ont déjà commencé à les reconstruire. Oui, non mais il n'est pas question qu'on les reconstruise. Et on va même l'inscrire dans la loi. Est-ce que c'est une adresse au problème migratoire? Voilà. Comment comprendre cette phrase? Comment comprendre cette phrase? C'est que je crois qu'il a dit dans la journée aussi, François Bayrou, si j'ai bien noté, ne pas évoquer dans la reconstruction de Mayotte le problème de l'immigration serait totalement irresponsable. Oui, mais il n'est pas allé jusqu'à proposer la révision constitutionnelle sur le droit du sol. Il en était question, mais il l'a pas fait. Alors ça aussi, comment faut-il l'interpréter? Parce que pour des raisons qui sont délicates, qui sont juridiques, c'est-à-dire que s'avancer sur ce terrain, s'engager sur une révision constitutionnelle, pardonnez-moi, qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, compte tenu de la situation d'absence de majorité, je pense qu'il avancerait en terrain miné et qu'il préfère avancer sur un terrain où il sait à peu près pouvoir tenir des engagements, où il sait que l'État peut répondre, plutôt que sur des promesses qu'il sait très difficiles à tenir. Donc je comprends sa phrase sur les bidonvilles comme étant la conséquence de ça, en disant on ne va pas recommencer les bidonvilles parce que Mayotte ne peut pas continuer à être exposé à une immigration absolument massive venant des Comores. Votre invité nous disait dans les couloirs il y a un instant que les relations entre les Mahorais et les habitants des Comores qui débarquent, c'était particulièrement tendu. Et donc il est évident que si on veut dessiner l'avenir de cette île, il faut résoudre ce problème qui est extrêmement difficile à résoudre. Et donc ça commence sans doute par ne pas reconstruire des bidonvilles qui sont une façon d'acter et de prendre acte. Oui, mais si l'immigration continue, les gens vont bien devoir se mettre quelque part, se loger quelque part. Ça va être compliqué sur le terrain, Vincent Roy, quand même. Vous avez raison. Oui, bien entendu, mais en quoi va consister la reconstruction ou la construction, enfin, de problème du logement? C'est-à-dire que nous allons... Alors aujourd'hui, oui, c'est le cas. On va faire en sorte que, y compris les clandestins, ne manquent de rien et que d'abord la vie soit sauvée. Oui. C'est ce qui me semble le plus important. Mais ensuite, on va construire des logements pour des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire. Vous voyez, nous sommes aux prises l'État français est aux prises avec des contradictions essentielles. Vous auriez souhaité qu'il aille plus loin, qu'il parle de cette révision constitutionnelle, où Philippe Guibert a raison. Finalement, c'était une démarche plutôt honnête. Mais c'est pas ça. Et Philippe Guibert a complètement raison. Le contexte politique actuel ne permet pas ce type d'interrogation, tout simplement. Ce serait déplacé. On ne peut pas imaginer, là, il faut vraiment une majorité. Non, on reproche assez aux politiques de faire des promesses non suivies des faits. Je préfère que les annonces soient suivies des faits. Souvenez-vous que, semble-t-il, M. Macron a déjà beaucoup promis. Il avait promis un deuxième hôpital, il avait promis en 2025, on ne sait même pas s'il va surgir de terre, et notamment, sans doute va-t-il être retardé avec ce cyclone. On ne sait même pas s'il va sortir de terre en 2028. Vous savez, les Mahorais en ont marre qu'on leur promette des choses et que les promesses ne soient jamais tenues. Et sur cette question, vraiment, et sur Mayotte, Emmanuel Macron a fait déjà beaucoup, et beaucoup, pour le coup, dans le négatif. Il faudrait cesser, et je trouve monsieur Bayrou très sage sur ces questions-là. Et il a raison d'avancer d'une certaine manière à pas feutrer. Si j'ai bien compris, Bayrou, le Premier ministre, décrit une intervention de l'État en deux temps. D'abord, une loi spéciale d'urgence qui permettent de lancer la reconstruction de Mayotte, et puis une loi programme, et qui sera plus tard, qui suppose du temps de réflexion et de concertation avec les élus sur le futur de Mayotte, et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire quel projet, qu'est-ce qu'on veut pour Mayotte, parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas rester comme ça à subir tout le temps une situation. Et les Mahorais, les premiers. Alors, il y a eu un aspect évidemment plus politique. Alors, je sais que l'essentiel n'est pas là, mais forcément, on va pas se mentir, en tant que journaliste, on a un petit peu observé tout ça. Je voulais vous faire écouter un petit, alors pas échange justement, mais quand Elisabeth Borne a tenté de prendre la parole.
Il y a déjà pas de place pour les salles de classe. Rendre hommage, vous savez, à des personnels de direction de l'éducation nationale, aux inspecteurs qui assurent l'accueil de ces personnes réfugiées depuis le cyclone dans des conditions extrêmement difficiles. Et moi, je voudrais vraiment condamner très fermement l'incendie de cette école, alors qu'il y a une implication extraordinaire des personnels de l'éducation nationale pour assurer au mieux l'accueil de ces personnes et le maintien en état d'un bâti, mais qui malheureusement, comme le disait le Premier ministre, est régulièrement pillé et maintenant vient d'être incendié. Je voudrais ajouter une chose, si vous me permettez, qui intéresse les Mahorais. Les maisons qui ont été détruites pourront être réparées. Alors vous allez dire, on cherche la petite bête, encore. Oui. Mais franchement, non, nous on était plusieurs à le voir. C'est vrai qu'il y a eu un petit côté. Bon, il lui a coupé François Bayrou veut aussi affirmer son autorité de Premier ministre. Ses débuts ont été parfois maladroits, même maladroit à l'égard de Mayotte. Et donc je pense que dans ce voyage, la dimension politique, c'est qu'il réaffirme son autorité de Premier ministre et de montrer que c'est lui qui pilote. Et c'est lui qui s'occupe de Mayotte. C'est d'ailleurs le rôle du Premier ministre de coordonner On n'a pas beaucoup entendu Manuel Valls, le ministre pour l'instant. Mais si j'ai bien compris, François Bayrou rentre cette nuit à Paris, c'est Manuel Valls qui va prendre la main. Qui prend la main. Oui. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ses premiers pas, parce qu'on se dit forcément un Premier ministre et 2 ex-premiers ministres. Vous parliez l'autre jour, je m'en souviens très bien, de guerre des égos, quand on parlait de Retailleau et Darmanin. Là, on a 3 égos quand même importants. Il y a le Premier ministre. Non, moi, ce que je vois, de manière, puisque, écoutez, je suis comme tout le monde. J'ai regardé Emmanuel Macron à Mayotte, et là, je vois Monsieur Bayrou à Mayotte. Bon, je vois la première chose que je vois, et qui est, me semble-t-il, assez sensible, c'est un changement radical de méthode. Bon, alors vous me direz, il a eu plus de temps, il a eu le temps d'y réfléchir, il a préparé. Bah oui, mais écoutez, Philippe, sa tête était pas trop mal que le président de la République prépare un peu. Ouais, mais Vincent, ça c'est l'injonction contradictoire qu'on pose aux politiques. Je défends, j'ai travaillé avec des gouvernements, on dit à la fois, faut y aller tout de suite. Oui, et si vous y allez tout de suite, vous n'avez pas le temps de préparer. Il n'est pas allé tout de suite, c'est M. Retailleau qui est allé tout de suite. Le président de la République a suivi dans 2 jours. Et quand on y va tout de suite, on y va beaucoup pour la communication. Oui. Et si on veut préparer les choses, il faut un peu plus de temps. Mais alors, cher ami, je vais vous dire, j'ai le sentiment que le président de la République va souvent directement à l'endroit, il y va tout de suite persuadé que seule sa parole sera thaumaturge. C'est vrai. Et là, François Bayrou s'est mis un peu à l'abri il a fait des réunions à huis clos avec les élus. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de nos débats. On va évoquer notamment une décision qui est peut-être un petit peu passée inaperçue aujourd'hui, mais qui a son importance. La Cour de justice européenne qui n'en donne aucune mise en examen dans la gestion du Covid. Et avant tout, une petite annonce, puisque Europe 1 fête ses 70 ans. 70 ans de moments mémorables, de direct, de rencontres, de rires, de jeux et de musique. Chaque jour, redécouvrez en podcast les grands moments de l'histoire d'Europe 1 à travers des archives sonores exceptionnelles, avec le Club des 5 enregistré par des comédiens et diffusé en 1961 sur l'antenne. Écoutez. Annie, François, Claude, Mick, Dagobert ici. Le Club des 5 vous dit bonjour. 70 ans d'Europe 1, une collection de podcasts exceptionnels à écouter dès maintenant sur le site de l'application Europe 1. Et on se retrouve dans quelques instants. On parlera de la Cour de justice de la République. Merci de m'avoir corrigé, Philippe. À tout de suite.